Salut à tous, c'est la rentrée, donc je vais vous proposer quelques lectures pour vos enfants très sympas que j'ai découvertes donc pour le mois de septembre. Mais Agnès, oui, c'est pas du tout ce qu'on avait dit. On avait dit qu'on présentait la rentrée littéraire aujourd'hui. Ah, c'est pas la rentrée scolaire? Non, la rentrée littéraire. Littéraire. Agnès, on sait que t'es en section jeunesse, mais tu présenteras tes coups de cœur jeunesse une autre fois, ok? Oui, d'accord. Eh ben, ça tombe bien parce que je lis aussi des livres adultes. Donc, je peux aussi vous parler de livres adultes. Salut, c'est Alex, toujours au rendez-vous de cette rentrée littéraire. Je vous présente mon petit coup de cœur, donc du coup, La mer de la tranquillité, d'Emily St. John Mandel. C'est pas une inconnue au bataillon. Si vous avez lu avant notre période de pandémie en 2020 son précédents romans Station Eleven, vous savez un petit peu de quoi il retourne, hein, et on est vraiment dans la veine de ce qu'elle a fait jusqu'à présent, avec les mêmes références. Toujours cette pandémie qui est là, cette fin du monde un petit peu qui plane. Voilà, c'est avec toujours des références justement à ce qui lui tient à cœur, qu'on retrouve déjà dans Station Eleven, Shakespeare, les bois dans l'Ouest canadien. Donc là, on est vraiment plus sur une espèce de science-fiction, alors où on se pose la question de la réalité. Mais alors, c'est pas du tout Matrix, hein, vous n'allez pas voir Keanu Reeves arriver. Ce qui compte, c'est pas l'action de voyager dans le temps, ça se fait de manière extrêmement naturelle. On n'explique pas pourquoi, comment, c'est pas du tout le propos du livre. Ce qui compte, c'est vraiment les personnages. On est en fait avec différents personnages qui se découpent en chapitres comme ça, et l'objet, l'intérêt, c'est comment à un moment tous ces personnages vont être liés par une petite anomalie de temps qui va pour eux poser la question de est-ce que je vis une fiction, est-ce que je suis dans la réalité. Voilà, c'est vraiment une écriture très poétique, d'un grand calme. Elle passe du temps à parler de ses personnages, c'est vraiment eux qui tiennent le récit. C'est vraiment, j'ai envie de dire, moi la science-fiction comme je l'aime, c'est-à-dire extrêmement réaliste, une science-fiction dans laquelle je peux totalement me projeter, parce que finalement, même en 2045, les chambres d'hôtel, ça reste des chambres d'hôtel, voilà, il n'y a pas 10 millions de distributeurs de repas déshydratés, en tout cas c'est pas ça qui compte. Et donc vraiment c'est les gens comment ils vivent, sur des stations lunaires, sur des stations plus lointaines, mais la Terre qui est toujours là aussi. Voilà, pour vous dire tout ça, je ne vais pas en dire plus, je ne veux pas vous dévoiler la fin, mais c'est vraiment un très beau roman, très calme, très poétique. Une petite pépite encore, je trouve que là, cette fois, Emily St. John Mandel a encore bien réussi son coup. Moi, je vais vous parler de La dernière place de Negar Djawadi, édité chez Stock dans une nouvelle collection qui s'appelle Les Nouvelles du réel. Alors, le 8 janvier 2020, le vol 752 d'Ukraine International Airlines, qui relie Téhéran à Kiev, s'écrase 6 minutes après le décollage. Ce crash a lieu alors que la tension entre l'Iran et les États-Unis est à son comble. Jusqu'au 11 janvier, les raisons du crash sont obscures. Les autorités iraniennes démentent leur implication et expliquent le crash par une défaillance technique. Niloufar, la cousine de l'auteur, était dans l'avion, parmi les 176 passagers, dont aucun bien sûr n'a survécu. Commence alors dans ce livre passionnant l'autopsie d'une tragédie à la fois littéraire et érudite, mais surtout vue de l'intérieur par une Iranienne issue d'une famille d'opposants au régime depuis le Shah et qui a fui à pied à 11 ans, à cheval et à travers les montagnes avec ses mères et ses sœurs, pour rejoindre son père qui avait déjà dû s'exiler. C'est l'occasion, dans ce livre, d'en apprendre beaucoup sur l'histoire politique de l'Iran et de se décentrer surtout, d'accéder à une autre vision, autre que l'histoire officielle fabriquée par la propagande iranienne, mais aussi de s'affranchir du regard occidental sur l'Iran. On réalise qu'il y a des événements fondateurs du régime actuel qui sont peu connus par les Français et que l'auteur met en lumière, en les reliant de manière très fine à la culture iranienne, et ça nous aide beaucoup à comprendre les choses très en profondeur. C'est donc un livre qui est à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, puisque donc, comme je le disais, il s'agit d'un livre extrêmement érudit et documenté, et qu'il est publié dans une nouvelle collection
qui promet, je pense, des textes du même genre, donc entre documentaire et fiction. Toute la force de ce livre est de nous faire vivre une histoire à hauteur d'homme, avec ces moments où l'auteur imagine les derniers jours de la vie de Niloufar, Niloufar qui était donc exilée au Canada depuis de nombreuses années, et qui venait de retrouver ses sœurs en Iran, et qui, vraiment prise par la joie des retrouvailles, avait retardé son vol de 3 jours afin de profiter encore de ses sœurs, malgré toutes les tracasseries administratives occasionnées par le changement de son billet. Et donc, elle avait obtenu, dans ce vol, la dernière place. Et donc, je vais vous proposer aussi un autre roman complètement différent, donc Pauvre folle, de Chloé Delhomme, aux éditions du Seuil. Voilà, donc on ne présente plus Chloé Delhomme, je pense que beaucoup la connaissent. Donc dans ce livre, Le temps d'un voyage en train, Chloé Delhomme, alias Clotilde Mélis, extirpe de son crâne des souvenirs sous différentes formes. Des bouts de mercure, des bribes de fil blanc, des perles de goudron. Il s'agit pour elle de reconstituer le puzzle de son histoire d'amour avec Guillaume pour comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est une histoire d'amour au temps de MeToo, ou comment concilier les exigences féministes et la propension à se faire mener en bateau par un couillidé ultra contemporain, comme les appelle Clotilde, qui est aussi écrivaine, et qui dresse le portrait de différentes catégories d'hommes dans un article appelé « Aujourd'hui, mesdames ». Guillaume n'est pas sans rappeler le cher connard à qui s'adresse le personnage féminin de Virginie Despentes dans le roman éponyme. Cet amour-là pourtant est voué à l'échec puisque Guillaume est gay et en couple. Mais cet amour-là, c'est aussi un amour tissé de mots. Les montées de dopamine quand elle lisait Guillaume, Clotilde avait beau retourner tous les casiers de sa mémoire, à ce point, non, ça n'était jamais arrivé. Le livre est aussi une réflexion sur la langue, écrite dans un style alerte, regorgeant de trouvailles d'écriture. C'est très noir comme humour, mais on rit beaucoup, comme une défense permanente contre l'effondrement qui menace une auteure qui affronte sa bipolarité et revient sur l'événement marquant de son enfance, son père abattant sa mère devant elle à bout portant. Mais elle évoque aussi un souvenir indescriptible, celui du plaisir procuré par la rencontre avec la poésie des Lagarde et Michard dans la bibliothèque maternelle. Jonglez donc toujours entre le traumatisme de la perte et les mots, la poésie qui répare. De mon côté, mon gros coup de cœur de la rentrée, c'est Que notre joie demeure de Kevin Lambert. C'est le 3e roman de cet auteur québécois. Le personnage principal, c'est Céline Wachowski. Elle est architecte, elle est québécoise. Elle a une 60aine d'années au moment du livre, elle est à l'apogée de sa carrière, elle est mondialement reconnue. C'est l'auteur de bâtiments qui sont iconiques un peu partout dans le monde. Elle a même sa propre série Netflix, donc voilà, c'est quelqu'un qui est connu aussi du grand public, qui est très apprécié autant pour ses créations architecturales que pour sa personnalité et par exemple ses prises de position en faveur du féminisme. Malgré tout ça, un jour, une revue va publier un gros dossier qui va décrier son projet en cours, qui est un projet réalisé à Montréal au profit d'une grosse boîte privée. Et le dossier de la revue va parler de gentrification, puisque pour réaliser cet énorme complexe, des personnes ont dû être mises à la porte. Le dossier va également parler de l'attitude professionnelle de Céline Wachowski. Elle est décrite comme tyrannique vis-à-vis de ses collaborateurs. Tout ça va monter en épingle, la polémique va enfler et elle va petit à petit devoir s'effacer médiatiquement, s'effacer professionnellement et finalement démissionner de sa propre entreprise. Le livre parle donc à la fois de la ville, de la gentrification, de ce qu'on appelle la cancel culture, et puis de cette très très grande bourgeoisie, des personnes qui possèdent des millions, qui, plus ou moins malgré eux, ont des conséquences néfastes sur le monde, que ce soit le monde humain ou le monde environnemental. En fait, c'est un livre qui parle des structures, c'est-à-dire des structures architecturales avec des très très belles descriptions des espaces, de lumière, de couleurs, de matériaux.
et des structures sociales, puisque c'est l'individu en ce qu'il fait partie d'un système auquel il appartient, auquel il participe et dont il dépend. Mais ce qui est vraiment, je trouve, très très fort dans l'écriture de Kevin Lambert, c'est que à aucun moment c'est un roman manichéen ou un roman à thèse. En fait, on va subtilement s'attacher à la vision de chacun des personnages, on va glisser de l'un à l'autre sans que ce soit vraiment établi, qu'on change de chapitre, on change de personnage. Et on va passer des points de vue et dans la tête de Céline Wachowski à son entourage, donc ses proches, ses amis, son associé, des collaborateurs, encore plein d'autres personnes. Et à chaque fois, on va passer d'un bord à l'autre et que la personne soit fasse soi-disant partie du camp du bien ou du mal, et ben en fait on se rend compte que tous sont tiraillés, enfin ils sont troubles, ils sont traversés par des affects qui peuvent être contradictoires et qui vont retourner les personnages et nous retourner, nous lecteurs également. Rien n'est blanc ou noir, et ça c'est très subtil et je trouve très fort. C'est ce qui a fait notamment que ce livre est mon coup de cœur. D'ailleurs, ce roman est pour l'instant sur la liste de 3 prix littéraires. Il y a le Goncourt, le Médicis et le prix Décembre, je crois, et j'espère vraiment qu'il va en avoir au moins un des 3 parce que je crois qu'il le mérite énormément. Que notre joie demeure de Kevin Lambert. Bon alors, qui prend quoi hein? Ça a l'air bien. Hop, 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 hop. Moi je te prends. Ah, mais attends, je suis pas rapide, moi je prends celui-là. Voilà, c'est bon, moi, j'ai fait mon marché. Voilà, super, ben merci. Hein. Ah, nous, les Je suis contente d'être venue. Bienvenue Agnès. Merci. Et donc, vous pouvez quand même proposer à vos enfants l'école d'Agathe et tout seul la nouvelle maîtresse.